Imagine, tu passes de 15 heures de stage la semaine à 45 heures en l'espace de 2 jours. Ouais. C'est un changement radical. Mhm. Et tu sens très vite que les responsabilités sont complètement différentes et qu'il faut être à la hauteur. Quand tu commences à comprendre comment les choses fonctionnent, et surtout quand tu comprends que tu n'es pas seul et qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider, ça devient plus facile. J'étais de bloc et on s'était habillé sur une tumeur de l'angle ponto-cérébral. Ça a duré 9 heures de temps. Ouais. Donc, baptême du feu, quoi. Ouais. Mais je pense que ça fait partie de ce qui a conforté mon choix. L'exemple le plus parlant, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes en neurochirurgie qui sont de très bonnes neurochirurgiennes, ou qui en tout cas, à mon sens, à mon avis, deviendront de très bonnes neurochirurgiennes dans le futur, et qui pourtant sont mariées, ont des époux, ont des enfants, et arrivent à concilier les deux. Donc si ça c'est possible, ça veut dire que beaucoup de choses sont possibles et que c'est une simple question d'organisation. Il y a un de nos maîtres qui nous dit souvent qu'au bout de 5 ans, vous serez opéré, qu'il vous faudra encore plusieurs années pour savoir très bien opérer, mais qu'il vous faudra toute la vie pour savoir quand est-ce qu'il ne faut pas opérer. Bonjour, docteur Richard. Bonjour Hamza. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos spectateurs? Ok, alors je m'appelle Richard Salif Dugo, je suis interne en neurochirurgie en 4e année de formation. Super. Alors, est-ce que tu peux décrire brièvement ton parcours scolaire depuis le primaire jusqu'à l'obtention du bac? Alors j'ai commencé à l'école, au groupe scolaire Les Flamboyants, où j'ai été du préscolaire jusqu'au CM2. Et après l'obtention de mon entrée en 6e, j'ai intégré le lycée Clermont-Ferrand de Norutal. J'ai fait l'entièreté de mes études de lycée, de la 6e à la terminale, où j'ai obtenu mon bac en série S2 avant d'intégrer la faculté de médecine de Super. l'Université Cheikh Anta Diop. D'accord. Et pourquoi tu as choisi la médecine? Alors, le choix de la médecine, pour moi, ça a été très naturel. Parce que déjà, depuis l'enfance, je me souviens les amis avec lesquels j'étais le plus proche à l'école primaire et avec qui j'ai même gardé contact, c'était notre principale occupation. On s'amusait à jouer au docteur. Et c'est une passion qui m'a suivi quand je suis arrivé au lycée, où j'ai commencé à découvrir un peu mieux les sciences de la vie et de la Terre. J'ai toujours été particulièrement intéressé par le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement du cerveau en particulier, qui me fascinait particulièrement. Et je pense que c'est ce qui collait le plus avec ma personnalité. J'ai toujours aimé prendre soin des gens. D'accord, d'accord. Alors, donc tu intègres la faculté de médecine. Comment se passe la première année pour toi? La première année, pour moi, c'était un enchantement. C'est-à-dire, quand j'arrive en première année, j'ai peut-être eu la chance d'avoir eu des repères très tôt. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens avec qui j'avais partagé le lycée. Et j'ai aussi rencontré des gens qui, qui ont très vite eu les mêmes centres d'intérêt que moi. Et le fait de voir autant de personnes qui avaient les mêmes passions, la même envie d'apprendre, ça m'a mis très vite à l'aise. Et du coup, dès que le rythme a été assimilé, pour moi, c'est devenu un parcours de découverte, de belles rencontres. Et je l'ai vécu avec beaucoup d'enthousiasme. D'accord. Quels sont les modules qui t'ont le plus plu durant ce cursus? Les sciences fondamentales. Les sciences fondamentales. Oui, l'anatomie, la physiologie, l'histoire en bio, la cytogénétique, la biochimie. En fait, c'est des matières qu'on a souvent tendance à... Je pense que la plupart des gens ne les aimaient pas. D'autres disaient même que c'était des matières éliminatoires en première année. Mais pour moi, comme leur nom l'indique, elles sont fondamentales et c'est des matières, je pense, qui m'ont le plus passionné dans mon cursus. D'accord. Alors, à la fin de la 4e année, tu passes le concours d'internat que tu réussis en te classant 4e. D'accord, on va parler du choix de la spécialité dans un instant. Mais avant, un mot quand même sur le concours. Comment est-ce que tu l'avais préparé pour le réussir? Le concours d'internat, je pense que je l'ai préparé dès le début de ma
de ma formation en médecine parce que, euh, très honnêtement, jusqu'à ma deuxième année, je n'envisageais pas vraiment de faire l'internat. En fait, j'étais plus focalisé sur mes cours, sur l'enseignement continu, et j'ai toujours appris mes cours de manière très approfondie. Mhm. Je ne me suis jamais vraiment limité aux objectifs du cours. J'ai toujours été très curieux et j'avais l'habitude d'approfondir de manière assez poussée mes cours. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé lors de la préparation de l'internat. Donc, quand j'ai décidé que je voulais faire l'internat à partir de la quatrième année, autant j'étais en troisième année, j'ai eu beaucoup de facilité à faire mes cours d'internat parce qu'en fait, j'avais déjà le contenu. Il me manquait juste à enrichir mes cours et à en faire des cours d'internat parce que l'internat, c'est aussi des codes. Exact. Et je pense que c'est un peu pour ça que je dis l'internat, en fait, je pense que je l'ai préparé dès ma... C'est un concours qui se prépare dès le début de la formation médicale. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faille attendre de préparer en quatrième ou cinquième année. D'accord. Donc, du coup, tu réussis le concours. Il faut choisir une spécialité. Tu sais déjà à ce moment-là que tu veux faire la neurochirurgie ou bien pas encore? À 90%, oui. Parce que le choix de spécialité, il est pas facile. C'est un choix de vie. Et honnêtement, au moment où je réussis, j'ai encore une vision très superficielle de la neurochirurgie. Je n'ai jamais été dans un service de neurochirurgie avant. C'est juste que j'ai une passion pour le cerveau, pour les neurosciences cognitives, pour la chirurgie. Et par contre, j'ai été très vite confronté dans mon choix, ça peut-être qu'on en parlera après, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient déjà dans la spécialité et qui ont, je dois dire, renforcé mon amour pour la neurochirurgie. Ou la neurochirurgie. Donc oui, à 90%, j'étais sûr. D'accord. Et les 10%, c'était pourquoi? Les 10%, c'était pour la neurologie Mhm. et j'ai un peu penché pour l'hématologie clinique. L'hématokinésie. Ouais. D'accord. Comment se passent tes premiers jours en tant qu'interne? Les premiers jours, c'était, en fait, c'était un changement de dimension. Je sais pas si tu t'imagines, parce que quand tu es en quatrième année, je te donne un exemple, les stages, c'est de 8h30 à 11h30, du lundi au vendredi. C'est 15 heures de stage la semaine. Imagine, tu passes de 15 heures de stage la semaine à 45 heures en l'espace de 2 jours. Ouais. C'est un changement radical. Mhm. Et tu sens très vite que les responsabilités sont complètement différentes Mhm. et qu'il faut être à la hauteur. Moi, je me souviens, on a eu les résultats, c'était un vendredi, le samedi, c'était les choix de poste, le lundi, prise de service, j'ai été de garde aux urgences le mardi, en pleine période de Covid. Ouais. Donc, et ça a été un temps d'adaptation assez difficile, il faut le dire au début. Mhm. Et puis au bout de 2, 3 semaines, quand tu commences à comprendre comment les choses fonctionnent, et surtout quand tu comprends que tu n'es pas seul et qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider, ça devient Ouais. plus facile. Et ça devient, comme pour ma première année de médecine, ça a été une année de découverte et beaucoup d'épanouissement. Pour que nos spectateurs comprennent bien, est-ce que tu peux expliquer le parcours à faire pour devenir neurochirurgien? C'est-à-dire la durée de la formation, quels sont les différents services à faire, quelles sont les méthodes d'évaluation, etc. D'accord. Dans l'état actuel des choses, il faut 5 ans pour faire la neurochirurgie, Mhm. mais le cursus dépend un peu du régime. Pour le DS, la première année de spécialisation se fait au sein du service de neurochirurgie du CHU de Fannes, qui est considéré comme la maison mère. Donc c'est un an ou à minima 6 mois au CHU de Fannes. Et à partir de la deuxième année, le plus souvent, la rotation se fait entre les différents services de neurochirurgie à Dakar. Il y a également des rotations qui sont prévues en neurologie pour les DS et qui peuvent se faire généralement entre la première et la deuxième année de formation. Pour le régime de l'internat, c'est un peu différent parce qu'à contrario, les internes, à partir de la première année, ils commencent déjà les rotations en neurologie et en chirurgie générale. Et ce n'est qu'à partir de la deuxième année qu'ils intègrent le service de neurochirurgie. Il y a également le stage rural qui se fait généralement vers la fin de la formation, le plus souvent vers la quatrième année. D'accord. Et le mémoire est soutenu en cinquième année de formation, le plus souvent au second semestre.
D'accord. Donc, en gros, 5 ans. Mhm. Et à un moment donné, il faudra forcément faire au moins 6 mois de De neurologie neurologie et de pour les chirurgie générale. TS et de chirurgie générale en plus pour les internes. Pour les internes. Mhm. D'accord. Une fois que tu es neurochirurgien, quelles sont les différentes sous-spécialités possibles? Alors, il y en a beaucoup. Je les cite pêle-mêle, hein, la neurochirurgie pédiatrique, donc pour les enfants, la neurochirurgie gériatrique, qui est en train de se développer aussi, même si ce n'est pas encore une sous-spécialité à part entière, la neurochirurgie vasculaire, la neurochirurgie tumorale, la neurochirurgie fonctionnelle, qui existe aussi, la neurochirurgie du rachis, et également, il y en a qui se spécialisent en neurochirurgie infectieuse et également en neurochirurgie traumatique pour les urgences. Super. Et le cursus, c'est combien? 2 ans, généralement? Généralement 2 ans sous la forme de DU. Ok. Oui, de DU. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes sur des patients que tu as pris en charge, qui ont bien évolué et qui t'ont conforté dans le choix d'avoir choisi la neurochirurgie? Voilà. Des anecdotes, il y en a beaucoup. Je, je pense au cas d'une patiente âgée maintenant de 2 ans qui avait été prise en charge dans le service lorsqu'elle avait à peine 6 mois, orpheline de père depuis la naissance. Et donc c'est la maman qui s'occupait de la totalité des frais de prise en charge de l'enfant. Et à un moment, il y a eu un retard assez conséquent de prise en charge parce qu'il n'avait plus les moyens. Et donc, elle est arrivée ici après 6 mois d'évolution de la maladie. C'était une malformation cérébrale avec une hydrocéphalie qui nécessitait une intervention chirurgicale. Donc, je me souviens encore qu'elle était venue extrêmement désemparée, elle était extrêmement stressée. Et on a finalement pu faire en sorte que la patiente soit opérée. La chirurgie s'était très bien passée. Elle est rentrée chez elle au bout de 4 ou 5 jours, je pense. Et c'est une patiente qu'on a revue en consultation il y a environ une semaine. Et elle est en pleine forme. Et quand je vois le regard de la maman, le bonheur qu'elle exprime quand elle voit sa fille sourire dans la salle de consultation, Oui, c'est inestimable. ouais, je comprends. Ouais. Et c'était une malformation pour le coup. Si elle n'avait pas reçu cette opération chirurgicale, ça lui aurait été fatal. Ça aurait pu être fatal et surtout ça aurait pu avoir des conséquences, même si ça ne lui avait pas été fatal, C'est qu'elle. ça aurait pu effectivement voilà, engendrer des séquelles Oui. irréversibles. Il y a aussi un autre cas qui m'avait beaucoup marqué, c'était celui d'un jeune patient, en la vingtaine, un peu plus de la vingtaine, très actif et qui rêve de faire carrière dans le football. Donc, qui a subi un traumatisme du rachis au cours d'un accident de la circulation et qui était arrivé pratiquement paralysé dans le service. Et il devait également être opéré, c'était quand même assez grave. Il risquait de perdre définitivement la mobilité de ses membres. Et pour lui aussi, la chirurgie s'était très bien passée. Et avec plusieurs mois de rééducation, de kinésithérapie, il a réussi à récupérer entièrement. Et actuellement, il a réussi à intégrer une école de football dans un autre pays. Et il envoie souvent des messages voilà, pour donner des nouvelles. Et c'est extrêmement gratifiant Ouais. et encourageant. A contrario, est-ce que tu as eu des cas vraiment très difficiles auxquels tu as dû faire face? Oui. Et je n'ai pas envie d'en citer en particulier parce que c'est des expériences sur lesquelles je n'aime pas trop revenir. Mais de manière générale, ce sont les cas où on diagnostique des pathologies pour lesquelles on se rend compte qu'il n'existe pas malheureusement d'option thérapeutique curative, en tout cas pour ces patients-là. Et pour un soignant, je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'on se retrouve désemparé et on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de soigner son patient et ça, c'est quand même douloureux. Quelle pathologie par exemple? C'est très variable, mais souvent, les tumeurs cérébrales, chez certains enfants notamment, peuvent être particulièrement
graves. Mhm. Et il existe des tumeurs pour lesquelles c'est le cas des gliomes du tronc. Les gliomes du tronc sont des tumeurs pour lesquelles on n'a malheureusement pas énormément de solutions Mhm. d'un point de vue thérapeutique. Et il arrive des stades où il devient particulièrement difficile d'intervenir sans être délétère chez ces enfants-là. Et on est parfois obligé d'accepter qu'on n'a pas de solution, en tout cas sur le plan chirurgical et même sur le plan médical pour ces patients. Et ça, on le dit aux parents? On le leur dit parce que il faut, c'est un contrat de confiance qui s'établit de fait entre les parents de l'enfant et nous. Et on est bien évidemment obligé de leur dire. Ça ne signifie pas qu'on abandonne l'enfant parce qu'il existe quand même les soins palliatifs. On continue à administrer des soins pour soulager au maximum. Mhm. Mais dans ces cas-là, oui, effectivement, on explique le pronostic aux parents. Et nos réalités socio-culturelles font souvent que je ne dirais pas que c'est bien pris, on ne prend jamais bien ce genre de nouvelles, mais c'est souvent accepté. Et les parents continuent à faire les efforts pour ce qui reste en tout cas de la prise en charge. Ok, Heureusement, c'est vraiment des cas exceptionnels. ouais, d'accord. Est-ce que tu peux décrire la journée typique d'un neurochirurgien? Oh, ça, j'espère le découvrir bientôt. Ah, Par contre, je peux te décrire la journée typique d'un interne en neurochirurgie. d'accord. Alors, du moins, bon, la journée typique d'un interne en neurochirurgie ici, quoi, à Dakar. Mhm. Même si je pense que c'est pas très différent de ce qu'on voit ailleurs. Ça dépend des semaines. Il y a des choses qui sont assez invariables, c'est-à-dire c'est les staffs qu'on fait chaque matin, c'est les staffs hebdomadaires. Les staffs hebdomadaires, on les fait le mardi, donc ce sont des staffs de rencontres entre tous les DS et internes, mais également tous les professeurs de neurochirurgie des différents services. Donc, selon la disponibilité de chacun, on se retrouve tous les mardis pour discuter d'articles scientifiques, de cas de dossiers particuliers pour certains patients. Et il y a les staffs chaque matin pour faire état de la garde de la veille, des patients qui ont été reçus, les avis qui ont été donnés, l'évaluation des patients opérés la veille et également le programme opératoire du jour. Alors, au-delà de ça, il y a d'autres activités. Donc, les semaines de bloc opératoire, on est au bloc très tôt le matin. On opère simplement les patients qui ont été programmés au préalable. Et généralement, ça dure toute la journée. Ça peut aller au-delà de 17, 18, 19 heures. Il n'y a pas de limite, généralement, quoi, tant que c'est des patients qui ont été prévus au programme opératoire, à moins qu'il y ait des urgences, qui auquel cas deviennent prioritaires sur ces patients-là. Les semaines d'hospitalisation, on s'occupe essentiellement de la prise en charge des malades hospitalisés. Donc, c'est tous les patients qui sont soit en attente de chirurgie et que l'on prépare donc pour les besoins de la chirurgie. Il y a des patients qui présentent des pathologies qui nécessitent une prise en charge hospitalière et pour lesquelles on doit encore faire des bilans diagnostiques, etc. Mais également les patients en post-opératoire. Il y a également les urgences, parce qu'on a notre service d'urgence qui est différent des urgences voilà, de l'hôpital, où on reçoit tous les jours un flux important de patients. C'est tous les patients qui sont généralement vus pour la première fois et qui ne peuvent pas être vus voilà, dans une consultation classique parce qu'ils sont trop graves, parce qu'ils présentent des problèmes particuliers. Et la consultation externe, voilà, chaque interne ODS a son jour de consultation. Combien de temps a duré l'opération la plus longue à laquelle tu as assisté? 10 heures, 11 heures. 10 heures, 11 heures. Ouais. Ah oui. Mon premier cas au bloc opératoire en neurochirurgie, j'étais de bloc et on s'était habillé sur une tumeur de l'angle fronto-cérébral. Ça a duré 9 heures de temps. Ouais. Donc, baptême du feu, quoi. Ouais. Mais je pense que ça fait partie de ce qui a conforté mon choix, parce que je n'ai pas ressenti la fatigue. Je l'ai vécu de manière très, très passionnée. Super, super. Et tu les sens pas, tu es debout pendant 9 heures de temps du coup? Debout pendant 9 heures de temps. Ah ouais. D'accord. C'est bon, ça va. Selon toi, quelles sont les qualités que doit avoir un bon neurochirurgien ou quelqu'un en tout cas qui aspire à devenir neurochirurgien?
je n'ai pas la prétention de donner des leçons, mais j'ai mon point de vue là-dessus. Et c'est que il y a, à mon avis, des qualités qui sont aspécifiques et qui sont nécessaires pour toute spécialité médicale. C'est l'éthique et l'empathie. Pour moi, c'est un préalable. Au-delà de ça, de manière un peu plus spécifique, en neurochirurgie, je pense qu'il faut quand même disposer d'une forte résilience physique et émotionnelle. Je pense qu'il faut. Je pense pas qu'il faille être particulièrement intelligent. Je pense qu'il suffit juste d'avoir un bon sens correct. On n'a pas besoin d'être extraordinairement habile de ses mains. Ça aide si on a la faculté, mais une bonne dextérité manuelle, parce que de toute façon, je pense que ça s'améliore toujours avec le temps. Et au-delà de ça, une capacité de prise de décision rapide, parce qu'on a quand même, dans certaines situations, très peu de temps pour prendre des décisions qui peuvent être cruciales pour la vie du patient. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut être passionné. Une chose que tu as dite qui m'interpelle, et je voulais même te poser la question, est-ce qu'on a besoin d'être très bon à l'école pour devenir un très bon docteur? Par exemple, est-ce que voilà, au collège, au lycée, il faut être excellent pour être forcément un excellent docteur? Non. Moi, je vois la médecine. Pour moi, la médecine, c'est de l'humanisme. Pour moi, les meilleurs médecins, c'est pas forcément ceux qui. Tu me diras, oui, c'est ceux qui font les meilleurs diagnostics, c'est vrai. Mais à mon sens, à compétences égales, ce qui fait la différence entre un bon et un très bon médecin, c'est la différence dans la manière dont on met en confiance les patients, la manière dont on les approche, dont on arrive à les rassurer, à leur faire prendre conscience qu'on est là pour les aider. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence entre les gens, c'est l'humanisme, c'est l'éthique. Et encore une fois, à compétences égales. Oui, d'accord. Et du coup, sur la même lignée, tu as eu à opérer avec différents chirurgiens. Qu'est-ce qui différencie, selon toi, un excellent neurochirurgien d'un bon neurochirurgien? Est-ce que tu vois des subtilités comme ça qui sont vraiment C'est importantes? une question difficile. Je ne pense pas que je puisse donner une réponse Statique. Oui, parce qu'en fait, on a la chance ici d'opérer avec, d'être encadré par d'excellents neurochirurgiens qui ont beaucoup d'années d'expérience. Et je les admire personnellement tous parce je pense qu'ils sont tous excellents. Et ils ont, chacun d'entre eux, des qualités, pas que ce sont des qualités qui leur sont propres individuellement et à personne d'autre, mais je pense que chacun d'entre eux, dans sa personnalité et dans sa manière d'être, couplé à ses habiletés chirurgicales, est capable de faire des choses extraordinaires. Et au-delà de l'aspect purement chirurgical, sur le plan humain, c'est des gens que j'admire beaucoup. Okay. Mais pour répondre à ta question, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au premium non nocere. Avant tout, ne pas nuire, mais avant tout, surtout, être utile. Il y a un de nos maîtres qui nous dit souvent qu'au bout de 5 ans, vous serez opéré, qu'il vous faudra encore plusieurs années pour savoir très bien opérer, mais qu'il vous faudra toute la vie pour savoir quand est-ce qu'il ne faut pas opérer. Et ça rejoint ce principe de la non-nuisance, mais avant tout, ce principe de l'utilité. Et je pense que la réponse à ta question, elle est peut-être là. D'accord. Je pense que le choix de la bonne indication est aussi un élément qui fait la différence entre de bon et de très bon. Oui, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à la prise de décision. Tout à fait, oui. Il faut avoir une bonne capacité de prise de décision, de pouvoir assumer aussi ses responsabilités. Exactement. Ouais. Alors, quels sont les avantages de choisir la neurochirurgie? Si là, tout de suite, je te demande de me convaincre de choisir la neurochirurgie, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis que c'est la plus belle spécialité du monde, c'est tout. C'est tout? Oui. Plus sérieusement, je pense que être neurochirurgien, c'est un privilège. Moi, si tu me demandes pourquoi j'ai envie d'être neurochirurgien, bien évidemment, c'est pour aider les malades. Mais ce qui est particulier avec la neurochirurgie, à mon sens, c'est qu'on a quand même accès à l'organe le plus complexe, le plus parfait, le plus inconnu du corps humain. Et on a
le privilège et l'opportunité de changer radicalement la vie des gens qu'on a sous notre responsabilité. Et ça, pour moi, c'est un privilège qui est inégalé. Et je pense que de tout l'écosystème neuroscientifique et même chirurgical, on est quand même les plus chanceux. D'accord. Ben, il y a les avantages, mais forcément, comme toute chose, il y a également des inconvénients. Du coup, quels sont les inconvénients de choisir la neurochirurgie? Je ne parlerai pas d'inconvénients parce que moi, très personnellement, je ne vois pas d'inconvénients. Je vois plutôt des contraintes, mais qui ne le sont plus à partir du moment où on arrive à les assimiler et à s'organiser en fonction de ces contraintes-là. Euh, la neurochirurgie est une spécialité exigeante, c'est-à-dire qu'on a très peu de temps pour nous-mêmes, de manière générale, et parfois même pour les autres, parce qu'on est très souvent présent à l'hôpital, au bloc opératoire. Il y a énormément de connaissances à emmagasiner, il y a beaucoup de choses à, à assimiler, et ça fait que c'est une spécialité qui demande presque 100% voilà, d'implication et d'attention. Et ça fait qu'il peut être particulièrement difficile de trouver du temps pour soi, pour ses loisirs, et pour aussi ceux de sa famille et de ses amis. Mais à mon avis, c'est à partir du moment où on l'a compris et où on l'a accepté, on arrive à mieux s'organiser. Par exemple, moi, je pense que ma première année a été très difficile. J'ai eu beaucoup de mal à concilier à la fois ma spécialisation, ma formation à la fac, et j'ai de moins en moins pu voir mes amis, plus m'occuper de moi-même, faire des choses que j'aime bien faire. Mais avec le temps, c'est des choses qu'on arrive à intégrer et on arrive à trouver le temps de faire pratiquement tout ce qu'on veut. C'est juste qu'il faut accepter d'accorder moins de temps à certaines choses. L'exemple le plus parlant, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes en neurochirurgie qui sont de très bonnes neurochirurgiennes, ou qui en tout cas, à mon sens, à mon avis, deviendront de très bonnes neurochirurgiennes dans le futur, et qui pourtant sont mariées, ont des époux, ont des enfants, et arrivent à concilier les deux. Donc si ça c'est possible, ça veut dire que beaucoup de choses sont possibles et que c'est une simple question d'organisation. Donc pour moi, il n'y a pas d'inconvénient, il y a des contraintes et des prérogatives, mais qu'il faut savoir surmonter. D'accord. Donc pour terminer, quels sont tes conseils pour les étudiants en médecine qui cherchent encore leur future spécialité? Comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne voie, selon toi? Pour moi, c'est d'abord en acceptant que c'est normal d'hésiter dans le choix de sa spécialité. Ce n'est pas un choix facile. La deuxième chose, c'est de comprendre que le choix de spécialité est un choix personnel, parce que c'est un choix de vie. Lorsqu'on choisit une spécialité par complaisance, ou bien sur la base d'affinité, parce que ça arrive qu'on fréquente un service où on a beaucoup d'affinité avec les gens, on se sent bien, et c'est des choses qui évoluent, les environnements de travail changent, et est-ce qu'à partir de ce moment-là, on aimera toujours autant la spécialité qu'on aimait avant? Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Excuse-moi, je t'interromps. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que des fois, tu peux passer dans certains services. En réalité, il faut dissocier le fait que j'ai apprécié les gens que j'ai rencontrés là-bas du fait que j'ai apprécié la spécialité elle-même. C'est deux choses à vraiment… C'est deux choses différentes parce qu'en fait, je pense que ça nous est tous arrivé d'être dans des services où on a été très bien encadré, on a développé beaucoup d'amitié avec d'autres étudiants, avec les seniors. Et on se dit, pourquoi pas cette spécialité-là? Et on y retourne parfois, on se rend compte que tous ces gens-là ne sont plus là et qu'on n'a peut-être pas toujours le même plaisir à faire ce qu'on faisait avec ces gens-là. Donc je pense que c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. L'autre chose, je pense, c'est qu'il faut choisir la spécialité qui nous correspond le plus. C'est-à-dire une spécialité dans laquelle on s'identifie bien en tant que personne et dans laquelle on se voit évoluer sur le long terme, sur toute notre vie en réalité. Est-ce que on aura toujours la même motivation à se réveiller tous les matins pour venir à l'hôpital, même si notre statut a changé, qu'on est marié ou bien qu'on a des enfants. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, à mon avis, dans le choix de spécialité. Mais je pense que le meilleur choix, c'est toujours le choix du cœur.
Je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Et, parce qu'une spécialité, c'est quand même long. En fonction de ce qu'on choisit, c'est entre 3 et 5 ans. Et c'est 3 et 5, à 5 années de haut et de bas. Et dans les périodes creuses, quand on n'aime pas vraiment ce qu'on fait, ça peut être difficile de remonter la pente. Exact. Super. Merci beaucoup, Dr. Richard. Et je t'en prie, Ça fait un vrai plaisir. le plaisir est pour moi. À la prochaine. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ne le savent pas, on a débuté une nouvelle série dont le but est de présenter les différentes spécialités médicales et chirurgicales de la médecine. Ce qui nous a motivés à faire ces vidéos, c'est qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivaient jusqu'en 7e année, voire même en 8e année, ne savaient pas encore exactement quelle spécialité ils voudraient faire dans le futur. Un des objectifs de ces vidéos, c'est d'inviter un maximum de spécialistes, ou en tout cas de gens qui sont en fin de cursus, et qui ont donc suffisamment de recul afin qu'ils partagent avec nous leur expérience. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette spécialité? Pourquoi pas une autre? Quelles sont les difficultés? Quels sont les challenges qu'ils ont dû parcourir au cours de leur spécialité? Est-ce qu'ils ont regretté leur choix? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Quel est leur quotidien en fait? Donc je pense que ça permettra de répondre à tout un tas de questions que l'on se pose très souvent lorsqu'on est confronté à ce choix de la spécialité. Donc, si le sujet vous intéresse, dites-nous dans les commentaires quelles sont les spécialités qui vous parlent le plus, quelles sont les spécialités que vous voulez vraiment que j'interviewe. Dites-moi également quels sont les types de questions qui vous intéressent. Si ce genre de vidéo vous intéresse, vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner surtout. C'est vraiment ça qui aide à faire grandir la chaîne. Et c'est comme ça qu'on sait que le sujet vous intéresse tout simplement. Et évidemment, ça motive à continuer à faire ce genre de vidéos. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.